entre avec un débit massique bien déterminé, donné au départ, avec une certaine température aussi TF, et une concentration XE avec une enthalpie petit hf, j'ai dit la dernière fois petite h. Pourquoi? Parce que l'aliment rentre sous forme de liquide. Et qu'est-ce qu'on récupère une fois que la charge atteint sa température d'ébullition, qu'il y a une évaporation? Eh bien, on va avoir une certaine quantité ou un débit massique de vapeur que j'appellerais V1, pour dire que c'est un simple effet, et avec une enthalpie grande HV1. Pourquoi? Parce que ma vapeur qui a été générée, qui a été produite au cours de cette évaporation, eh bien, elle est sous forme de vapeur. Et nous obtenons aussi, donc là, nous avons un évaporat. Et là, on a un concentrat de débit massique L1, de concentration XL1 qui est supérieure à XF, une enthalpie petit HL1, pourquoi c'est liquide, et à une température T1. Donc, à l'intérieur de mon évaporateur, il y a une pression P1, une température T1. Et la vapeur que je récupère à la sortie de l'échangeur, elle aura une température TS0 si la vapeur n'a pas cédé plus que la chaleur de condensation. Et maintenant, ici dans cet exemple-là, on nous dit que la vapeur qu'on récupère à la sortie de l'échangeur, elle est de TS1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et nous, on voit TS1 ici à la sortie et TS0 à l'entrée. Et TS1, nous avons vu par la suite que TS1 est inférieur à TS0, ça veut dire que la vapeur que j'ai fait introduite à l'intérieur de mon échangeur, elle a cédé de l'énergie qui correspond à son énergie de condensation, ou à la chaleur de condensation, plus une chaleur sensible qui lui a fait descendre sa température de TS0 jusqu'à TS1. Il y a deux types de chaleur qui ont été cédées à la solution à partir de cet échange. Et maintenant, si la température T, ici à la sortie est égale à TS0, ça veut dire que la vapeur a cédé uniquement la chaleur latente de condensation. Uniquement. Il n'y a pas de chaleur sensible. Alors, donc, nous avions les données qui concernent la charge, à savoir son débit massique, sa concentration, sa température à l'entrée et sa chaleur spécifique, CPF. Nous avons eu aussi des informations concernant la vapeur de chauffe et des informations concernant aussi le concentrat. Voilà. Et on a aussi la pression P1 à l'intérieur de notre évaporateur. Voilà ce que nous avions comme information. Pardon. Pardon, est-ce que je suis là? Oui, voilà. Ensuite, je vous ai dit que nous n'avions pas assez d'informations pour établir nos équations de bilan. Hein. Pour avoir ces informations, il fallait consulter les tables qu'on vous a envoyées. Hein, ces tables, j'ai expliqué qu'elles nous donnaient donc la pression absolue en première colonne, les températures en degrés C en Kelvin et la chaleur latente de vaporisation qui nous intéresse, qui ici en kilojoules par kilogramme. Voilà. Alors, il faut aussi préciser que ce sont des tables qu'on vous a données, ce sont des tables qui concernent l'eau. Alors, c'est l'eau. Hein. Pour un autre solvant, il y aura d'autres données qui existent bien sûr dans la littérature. Mais nous, on va travailler avec l'eau qui est le solvant le plus commun. Alors, avec ces informations, je vais y arriver. Voilà. Donc, ces tables-là nous permettent
donc de lire les informations dont on a besoin pour faire nos calculs. Pour la vapeur de chauffe, on nous a donné une pression de 205 kN par mètre carré. Et nous avons lu sur la table, hein, la dernière fois, que pour une pression de 205, hein, il n'y a pas 205, il y a 200, 210. Donc, nous avons lu donc deux valeurs qui nous permettaient donc d'avoir une température moyenne de 394 Kelvin et la chaleur latente de vaporisation à peu près 2200 kJ par kilogramme. Pour l'évaporateur, on nous a donné la pression P1 de 13,3. Là aussi, nous n'avions pas la pression de 13,3. On avait 12 et 14, donc une interpolation linéaire ou une moyenne nous a permis de donner une température donc de 325 Kelvin et une chaleur latente de vaporisation de 2370. Voilà les informations dont on avait besoin. Et maintenant, pour les quantités de matière ou les débits massiques de matière qui ont été générés, eh bien, grâce à l'écriture des bilans matière, hein, ce qu'on fait rentrer, c'est ce qu'on génère. On génère un concentrat et un évaporat, L1 et V1. Et maintenant, pour le débit massif de soluté qu'on fait rentrer avec une concentration XF, eh bien, on le récupère avec une concentration plus élevée, XL. Et au point de vue donc soluté, c'est uniquement dans le concentrat qu'on recueille le soluté. On ne le recueille pas dans l'évaporat. L'évaporat, c'est quoi? C'est le solvant qui a été évaporé. Donc, votre équation de bilan matière pour le soluté ne contient que ces deux termes, ce qui nous permet donc de déterminer le débit massique du concentrat L1. Alors, en remplaçant donc toutes les valeurs que nous avons, nous allons donc arriver au calcul de 0,8 kg par seconde pour L1 et bien sûr par différence on trouve le débit massique de notre évaporat V1. J'espère que vous avez refait les calculs, que vous avez relus sur les tables que vous avez. S'il vous plaît, vous me répondez. Est-ce que vous avez essayé une petite réaction de votre part? Est-ce que quelqu'un a pu refaire ces calculs et relire sur la table que je vous ai envoyée? S'il vous plaît, vous me répondez. Personne? J'espère que vous allez pouvoir le faire par la suite. Alors, on continue. Donc, toujours la dernière fois, on a répondu à la première question. Je suis en train de revoir ce qu'on a fait la dernière fois. Parce que si vous n'avez pas compris tout ça, on ne peut pas continuer. Alors, on a réécrit le bilan thermique pour ce simple effet. Alors, au point de vue chaleur, qu'est-ce qui rentre dans l'évaporateur? Au point de vue donc chaleur. Voilà, je reprends le schéma. Donc, qu'est-ce qui rentre au point de vue chaleur? Il y a de la chaleur qui rentre avec l'alimentation. Hein, voilà. Il y a une chaleur qui rentre avec l'alimentation. Il y a une chaleur aussi qui rentre avec la vapeur. Alors, comment avec la vapeur? Parce que la vapeur, elle va rentrer dans l'échangeur. Ensuite, il y aura un échange de chaleur entre la surface extérieure de l'échangeur et la solution qui est là. D'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux termes pour l'entrée de la chaleur. Il y a la chaleur qui rentre avec l'alimentation et la chaleur qui rentre avec la vapeur de chauffe. La vapeur de chauffe, elle va rentrer dans l'échangeur. Ensuite, étant donné que la solution est en contact avec la surface extérieure de l'échangeur, il y aura un transfert de chaleur donc de notre échangeur vers
solution qu'on veut concentrer. Et bien sûr, tous les débits qui sortent vont aussi euh, euh, faire sortir hein, de la chaleur. Il y a de la chaleur qui va sortir avec la vapeur ou l'évaporat. Il y a de la chaleur aussi qui sort avec la vapeur condensée. Et il y a aussi de la chaleur qui sort avec le concentrat qui a une concentration XL1. Voilà. Donc, voilà la chaleur qui concerne la vapeur, la chaleur qui concerne le concentrat et la chaleur qui concerne la vapeur. Et remarquez, hein, ici, hein, j'insiste beaucoup là-dessus, ici vous avez un grand HS, ça veut dire que votre vapeur de chauffe rentre sous forme de vapeur et vous la récupérez euh, condensée, c'est-à-dire qu'elle a changé d'état, elle sort sous forme de liquide. C'est pour cela que vous avez un petit HS à la sortie. Pardon. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc là, c'est donc le bilan thermique. Ici, deuxième étape, étant donné qu'il y a beaucoup de, de termes, ouais, beaucoup euh, disons, de flux qu'on ne connaît pas, hein, à savoir L1, enfin L1 ici, on connaît, mais on essaye de quoi? De diminuer le nombre de termes inconnus, c'est-à-dire que là, on va remplacer le L1 hein, par F-V1, de telle manière à quoi? Bien à récupérer uniquement des termes en V1 et des termes en F. Alors, que représente H1, H, grand HV1 moins petit HL1? Eh bien, la différence, c'est quoi en fait? C'est la chaleur qui nous a permis d'évaporer notre solvant. D'évaporer notre solvant, mais dans quelles conditions? Dans les conditions hein, à l'intérieur de l'évaporateur, c'est-à-dire à P1 et T1. Alors, et cette chaleur-là qui nous a permis d'évaporer le solvant, eh bien, c'est la chaleur latente de vaporisation. Et comme c'est à l'intérieur de l'évaporateur, dans les conditions de pression P1 et T1, eh bien, on l'appellera lambda 1. Maintenant, pour ce terme, hein, donc on a récupéré les termes en S, on a HS moins petit hs. Mais ici, dans ce cas, hein, comme je l'ai précisé tout à l'heure, nous avons des différences de température entre l'entrée de la vapeur de chauffe et de sortie. Ça veut dire, et TS1, nous avons lu cette valeur-là, elle est donnée, eh bien, elle est inférieure à la température qu'on a lue ici. Ici, je crois que c'était 350, oui, voilà. Ici, c'était 352, hein, TS1, c'était donné, et on a lu une température de 394. Il y a une différence de température. Ça veut dire qu'en fin de compte, cette différence d'enthalpie, c'est en fait quoi? C'est la chaleur latente de condensation plus une chaleur sensible hein, qui nous a permis de faire descendre la vapeur condensée de TS0 à TS1. Voilà. Donc ça, c'est une chaleur sensible. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence de température de la vapeur qui nous a permis donc cette opération de vaporisation. Maintenant, pour cette différence d'enthalpie, eh bien, c'est une chaleur sensible. C'est une chaleur sensible. Pourquoi? Parce que c'est des petites taches, et petites taches liquides. Donc, nécessairement, c'est une chaleur sensible qui nous a permis de quoi? Eh bien, de faire varier donc la température de TF à T1. TF à T1, voilà. F à T1. Donc ici, on enlève les parenthèses et on se retrouve avec F facteur de C. Alors, supposons que CP1 égale à CPF, on aura quoi? Ben, CP facteur de T1 moins TF. Et ce sera donc la chaleur sensible qui nous a permis d'élever la température de notre charge de la température TF à T1. Voilà. Elle correspond à... attendez.
Alors, CP1 ici, CP1, oui, voilà. Ici, bon, on nous a, généralement, on va supposer par la suite que CP1 égale à CPF, mais là, on nous a donné, on nous a prescrit, on nous a donné l'information qu'il y a une différence entre CP1 et CPF. C'est pour cela que on a gardé les parenthèses, donc CP1 facteur de T1 moins T0, qui est HL1, et CPF facteur de TF moins T0, qui est HF. Et donc ensuite, on s'intéresse à trouver, le débit massique de vapeur nécessaire. Eh bien, on va isoler le terme S et en remplaçant par les valeurs numériques, on trouve, nous avons toutes les valeurs à notre disposition, on trouve un débit massique, tout calcul fait de 3,35 kg par seconde. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de me dire si c'est clair. Ok, on continue. Si ce n'est pas clair, quels sont les points où vous n'avez pas saisi? Je vous écoute. S'il vous plaît, réagissez, envoyez-moi des chats, posez vos questions. Je suis à votre écoute. Monsieur Belkacmi, Bon, est-ce que ça va? ça va, c'est clair, madame. C'est clair, hein? Oui. Je ne vais pas avoir des retours négatifs, on ne comprend pas, en opération unitaire ou quoi que ce soit. Oui. Je continue. Alors, oui, il y a une question. Pourquoi on a introduit le CP? Le CP, pourquoi? Une enthalpie, c'est quoi une enthalpie? Une enthalpie, c'est CP delta T. Et si vous multipliez par le débit massif, vous aurez une chaleur. Une enthalpie, c'est un CP delta T. Ça va? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Mademoiselle Sonia, mademoiselle Adi Sonia. Une enthalpie, c'est une chaleur par unité de masse ou par unité de débit massique. D'accord? Très bien. Une autre question. Réagissez. Je vous écoute. C'est bien? C'est clair? On continue? On continue. Oui, madame. Très bien. Alors, dans l'exercice, on nous demande aussi de calculer la surface de l'échangeur qui est nécessaire à cette évaporation. Donc, calcul, pardon, je vais reprendre mes annotations. Alors, donc, deuxième étape, c'est le calcul de la surface d'échange thermique. Parce qu'on nous a demandé de calculer la surface de l'échangeur qui va se trouver ici à l'intérieur de notre évaporateur. Eh bien, on va reprendre la quantité de chaleur qui est échangée par unité de temps. On sait que la quantité de chaleur, elle est proportionnelle à quoi? À la surface de l'échangeur, la surface d'échange. Elle est proportionnelle à la différence de température qui existe entre quoi et quoi ici? Entre l'échangeur et la solution. Et bien sûr, cette quantité ou ce flux de chaleur, eh bien, il est aussi proportionnel à un coefficient global de transfert thermique. Alors, et moi, ce qui m'intéresse dans l'affaire, c'est la surface qui est nécessaire pour l'échange thermique. Donc, A sera égal à la quantité de chaleur qui est apportée sur U delta T. Alors, et le delta T, bien sûr, c'est la vapeur qui rentre avec une température TS0 et la température ici qui est T1. C'est ça le delta T. Et j'ai ma vapeur qui rentre à une température TS0 pour céder la chaleur qui va être nécessaire pour l'évaporation. Donc,
Et maintenant, concernant la quantité de chaleur que j'ai apportée, hein, c'est celle qui a été cédée par la vapeur. Et cette chaleur-là, c'est en fait quoi? C'est la chaleur latente de condensation plus la chaleur sensible. Parce on a bien dit que la vapeur, elle sort après avoir cédé la chaleur de condensation plus la chaleur sensible qui lui a permis de, de quoi? De faire descendre sa température de TS0 à TS1. Donc voilà la chaleur qui nous a permis donc de faire cette évaporation et bien sûr que multiplié par S. Ça, c'est l'enthalpie. Que multiplie S, ça va nous donner la quantité de chaleur. Donc, CD par unité de temps. Nous avons toutes les valeurs hein, à notre disposition. On nous a donné aussi le coefficient de transfert global. Donc, un calcul très simple va nous donner en dernier la chaleur, la surface qui est nécessaire pour faire cette évaporation. La chaleur, donc, c'est la surface de notre échangeur. Ça va jusque-là? Y a-t-il des questions? Je continue. Je continue. Il y a des questions? Il y a des questions? S'il vous plaît, vous réagissez. Bon, je continue. Je continue. Aucune réaction de votre part. Autre chose qu'on doit calculer, ce qu'on appelle l'économie. L'économie, c'est quoi? Eh bien, c'est le rapport entre ce que vous avez obtenu comme vapeur sur ce que vous avez introduit. Nous avons calculé le débit massique de V1 qui a été généré, c'est-à-dire le débit massique de notre évaporat. Et par contre, on a introduit dans l'échangeur un débit massique grand S. Bien, le rapport, c'est ce qu'on appelle l'économie, hein, c'est-à-dire le rapport entre ce que vous avez généré sur ce que vous avez fait rentrer. Alors, le calcul nous donne une valeur de 0,95. 0,95, c'est inférieur à 1. Eh bien, quand c'est inférieur à 1, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait d'économie. Hein, vous avez généré moins de vapeur que ce que vous avez fait rentrer. Alors, ce que vous avez fait rentrer dans l'échangeur, attention, hein, je précise et j'insiste là-dessus, vous avez fait rentrer de la vapeur dans l'échangeur, pas dans l'évaporateur. Et quand on a calculé le rapport, on a trouvé une valeur inférieure à 1. Ça veut dire qu'on n'a pas fait d'économie au point de vue énergie, au point de vue vapeur. Et ça, c'est un inconvénient. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le fait d'utiliser un évaporateur à simple effet, eh bien, ce n'est pas très économique. Il faudra utiliser autre chose, comme vous avez pris l'habitude de voir, on n'utilise pas un seul étage, hein, par exemple de séparation, on utilise plusieurs étages pour arriver à nos exigences, à ce qu'on nous demande. C'est pour cela que quoi? Que nous allons voir toujours dans les systèmes d'évaporation, l'évaporateur à multiples effets. Pas à simple effet, mais à multiples effets, à plusieurs effets. C'est comme si vous avez plusieurs étages pour votre évaporation. D'accord? Alors, ici, nous allons lire ensemble la définition. Pardon. Nous allons lire la définition d'un évaporateur à multiples effets. Alors, on appelle évaporateur, pardon, je vais reprendre mes annotations. On appelle donc évaporateur multiple effet, quoi? C'est un ensemble d'évaporateurs dans lequel la vapeur de solvant générée dans un évaporateur I est réutilisée comme vapeur de quoi? De chauffage dans l'évaporateur suivant
I plus 1. Tout à l'heure, enfin la dernière fois, quand on a vu l'évaporateur à simple effet, nous avons dit que la vapeur qui est générée, on ne la réutilise pas. Ici, pour le multiple effet, c'est cette vapeur que vous avez générée, vous allez la réutiliser, c'est-à-dire qu'elle va être réutilisée dans l'évaporateur suivant. Ici, c'est I, on va la réutiliser dans le I plus 1, c'est-à-dire dans l'évaporateur suivant. Alors, seul le premier évaporateur est chauffé à l'aide de la vapeur vive. Donc, c'est seul le premier évaporateur que vous allez alimenter. Alors, vous allez alimenter l'échangeur en vapeur vive ou vapeur de chauffe. Alors, ce principe de fonctionnement est obtenu en décalant les pressions de chacun des évaporateurs. Donc, en fin de compte, vous allez les conditions opératoires de chaque évaporateur, eh ben, il va être différent du suivant. Alors, je reprends. Ce principe de fonctionnement est obtenu en décalant les pressions de chacun des évaporateurs de façon à obtenir dans l'évaporateur I une vapeur se condensant à une température supérieure à la température d'ébullition de l'évaporateur I plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'évaporateur 1, vous avez certaines conditions de pression et de température. Dans l'évaporateur 2, vous aurez une autre pression inférieure à la pression du premier évaporateur et la température aussi, elle sera inférieure, etc. jusqu'au dernier évaporateur. Voilà ce que ça veut dire. Alors, cette définition, on va la voir un peu plus loin, plus en détail, avec un beau schéma. Pardon, je vais enlever les annotations. Donc, nous allons voir dans un premier temps, donc toujours pour l'évaporateur à multiples effets, un multiple effet, donc plusieurs effets. Nous avons vu que le simple effet n'est pas intéressant économiquement. Et nous allons voir plus exactement l'évaporation triple effet à co-courant, bien pour 3 effets. On va voir le cas de 3 effets. Alors, entre parenthèses, vous allez voir en TD pour un double effet. Et là, en cours, on va considérer le cas où nous avons 3 effets. Alors, on nous dit que c'est la méthode la plus répandue, hein, c'est-à-dire nous avons plusieurs effets avec 3 évaporateurs à co-courant. Alors, elle consiste à introduire la solution à concentrer au premier effet. Donc, j'ai au niveau du premier effet, regardez, un premier effet, j'ai deuxième effet et troisième effet. Ça, c'est le premier évaporateur, le deuxième et le troisième. Donc, au niveau du premier évaporateur, je fais rentrer ma solution que je veux concentrer. Cette charge ou cette alimentation est bien sûr caractérisée par une température TF, une composition XF, une enthalpie HF et un débit massif grand F. Voilà ma charge que j'introduis au premier effet. Et dans le premier effet, j'ai une pression P1 et à l'intérieur une température T1. Température T1, c'est la température d'ébullition de ma solution, qui est bien sûr supérieure à TF. Et à l'intérieur de mon échangeur, je fais circuler quoi? Ma vapeur de chauffe avec mon débit massique grand S, une température TS et une enthalpie grand HS. Pourquoi? Parce que c'est une vapeur. Alors, je reprends ici. Elle consiste à introduire la solution à concentrer au premier effet, à alimenter chaque effet à partir du précédent et l'extraction de la solution concentrée se faisant au dernier effet. Ça veut dire quoi? Nous allons expliquer tout ça. Je vais essayer de descendre un peu pour vous montrer l'intégralité de notre schéma. J'efface mes annotations. Je reprends ici. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai représenté sur le schéma de cette évaporation à multiples effets avec 3 évaporateurs?
je vous ai indiqué la vapeur en rouge. Ici, la vapeur qui sort donc du premier effet. Qu'est-ce que vous constatez? Elle va alimenter quoi? Elle va alimenter l'échangeur du deuxième évaporateur. Vous voyez que dans ce cas-là, cette vapeur-là, on ne va pas la laisser partir comme ceci, on va la réutiliser. Donc, votre évaporat qui sort du premier évaporateur, il va quoi? Eh bien, il va alimenter l'échangeur du deuxième effet. Maintenant, le concentrat qui sort du premier évaporateur, hein, c'est le premier concentrat, il est caractérisé par un débit massique L1, une concentration XL1 et une enthalpie HL1. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? On va alimenter le deuxième évaporateur avec le concentrat de quoi? Du premier évaporateur. On va essayer d'aller au-delà de la concentration XL1. C'est-à-dire on va prévoir une autre opération de quoi? D'évaporation. Maintenant, pour la vapeur qui sort de l'échangeur au premier effet, eh bien, elle va être condensée et donc je vais la récupérer condensée ici. Donc ici, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une autre opération d'évaporation. Dans quelles conditions? À une pression P2 et une température T2. Et cette pression P2, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est inférieure à la pression P1. Et nécessairement, la température ici, T2, est aussi inférieure à T1. Et donc, une fois que je vais évaporer mon solvant ici, eh bien, je vais obtenir un débit massique d'évaporat V2 avec une enthalpie HV2 et un autre concentrat L2 avec une composition XL2 et une enthalpie HL2. Maintenant, pour la vapeur que je fais rentrer dans l'échangeur, elle va être bien sûr condensée et je vais la récupérer ici. Un autre effet, le dernier, le troisième effet, la même chose. Qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer la vapeur que j'ai générée dans le deuxième évaporateur. Alors, je vais la réutiliser. Comment? On va la faire rentrer dans l'échangeur du troisième évaporateur. Et je vais récupérer aussi le concentrat qui va alimenter mon troisième évaporateur. Et là aussi, je prévois une opération d'évaporation qui va me donner le produit final, qui est le concentrat, avec un débit massique L3, une composition XL3 et une enthalpie HL3. Maintenant, pour le solvant, je l'ai évaporé avec un débit massique V3 et il est sorti avec une enthalpie grand HV3. Voilà, que vous allez condenser, par exemple, dans un condenseur à eau, et vous allez récupérer, bien sûr, alors, j'insiste aussi sur le fait que les conditions opératoires dans chaque évaporateur ne sont pas les mêmes. Hein, ici, j'ai P1, T1, P2, T2 et P3, T3 dans le troisième. Et qu'est-ce que j'ai? À ce niveau, j'ai une température et une pression qui sont élevées, c'est-à-dire que P1, et en bout de course, j'ai une température et une pression beaucoup plus faibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P1 est supérieur à P2 et supérieur à P3. Et les températures aussi, hein, T1 étant la température la plus élevée par rapport à T2 et T3. Voilà les conditions opératoires qui sont menées avec une évaporation à multiples effets. Lorsque quoi? Lorsque j'ai un cocourant. Un cocourant, vous voyez que la vapeur, elle circule dans ce sens, hein, de gauche à droite, hein, dans ce sens-là. Pardon. Dans ce sens-là, je vais y arriver. Vous avez compris. Et la même chose pour le concentrat. Hein, c'est dans le même sens. Hein. Le sens de circulation de mes vapeurs est le même que celui, hein, dans ce sens-là. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un cocourant.
Maintenant, quelles sont les conditions? On a parlé de température, de pression, hein. Les températures les plus élevées sont au niveau du premier évaporateur. Les températures et pressions les plus faibles sont au niveau du troisième évaporateur. Mmh. Quels sont eh bien, on va enlever les annotations. Euh, eh bien, on voit que pardon, on voit que ici, hein, le produit qui est le concentrat, il va sortir à une faible pression et une faible température. La solution la plus concentrée sort de l'évaporateur où la température est la plus basse. Ça veut dire si jamais vous avez par exemple un produit thermosensible, il va sortir à une concentration très élevée, à une température très basse. Donc c'est un système que vous allez favoriser, ou vous allez, disons, conseiller pour les produits thermosensibles. Hein. Pour les produits qui se dégradent avec la température, c'est plutôt ce système-là que vous allez utiliser. Donc, minimisation du risque de dégradation pour les produits thermosensibles. Pourquoi? Parce que vous allez récupérer votre concentrat, hein, qui est votre produit, eh bien, à une température et une pression qui sont faibles. Ça va jusque-là? Vous avez compris le système d'évaporateur à multiples effets, s'il vous plaît, lorsque nous avons une circulation à courant. Nous avons pris donc l'exemple avec 3 effets. En TD, vous allez faire des exercices avec double effet. Là, on traite le cas où il y a 3 effets. Et vous allez voir qu'il y a aussi le cas où nous avons plusieurs effets, plus que 3. On va en parler un peu plus loin. Y a-t-il des questions sur le système en lui-même, s'il vous plaît? Vous posez vos questions. Non, madame, c'est clair. C'est clair? Très bien. On continue. Continue. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme on l'a fait pour le simple effet, eh bien, on va essayer d'écrire les équations. D'abord de bilan matière, hein, d'abord de bilan matière, ensuite du bilan thermique. Donc, nous allons écrire les équations de bilan matière, d'abord. Donc, pour ce système à 3 effets, on va enlever les annotations. Hein. Donc, le premier effet, c'est ça, ça veut dire c'est le premier évaporateur. Qu'est-ce qu'il y a comme matière qui rentre? J'ai ma charge qui rentre, elle va me donner un évaporat V1 et un concentrat L1. C'est comme on l'a fait pour le simple effet. Maintenant, pour le soluté rentre avec la charge, il sort avec le concentrat. Donc FXF égale à L1XL. Voilà pour le premier effet. On va faire la même chose pour le deuxième effet. Qu'est-ce qui rentre dans le deuxième effet comme matière? Il y a L1 qui rentre. Et qu'est-ce qui sort? J'ai V2 et L2. Voilà les matières qui rentrent. Il y a le concentrat qui arrive du premier effet. Il y a, ça c'est pour l'entrée. Pour la sortie, il y a le solvant qui s'est évaporé avec un débit massique P2. Et il y a un autre concentrat avec un autre débit massique L2 et une composition XL2. Alors, pour le bilan global, j'écrirai L1 égale à L2 plus V2. Et pour le soluté, la même chose, soluté qui rentre avec le concentrat qui arrive du premier évaporateur, c'est-à-dire L1XL1, et j'aurai ce soluté aussi qui va sortir avec le débit massique L2. Donc L1XL1 égale à L2XL2 pour le deuxième évaporat. Pour le troisième,
la même chose. Qu'est-ce qui rentre? J'ai L2 qui rentre, et comme matière qui sort, c'est j'ai V3 et L3. Donc L2 égale à L3 plus V3. Maintenant, pour les solutés, j'ai du soluté qui rentre avec L2, donc L2 x L2, et du soluté qui sort avec L3, égale à L3 x L3. Voilà pour les trois évaporateurs. Nous avons écrit les bilans globaux et les bilans partiels qui concernent le soluté, pour chacun des effets. Premier effet, deuxième effet et troisième effet. Alors, à partir de ces équations, on peut tirer certaines équations. Alors, pourquoi? Parce que il faut savoir que pour ces évaporateurs à multiples effets, vous connaissez les conditions d'entrée et vous connaissez les conditions de sortie, mais les conditions intermédiaires, vous ne les connaissez pas. Donc, nous avons intérêt à quoi? À diminuer le nombre de termes dans nos équations, ce qui fait que vous allez, donc, par exemple, pour L1, essayer de l'éliminer, vous écrirez L1 égale à F moins V1. Pour L2, ce sera quoi? C'est L2 égale à L1 moins V2. L1 moins V2. Et comme nous avons déjà écrit que L1 égale à F moins V1, eh bien L2 sera égal à F moins V1 moins V2. Maintenant, pour L3, nous avons écrit ici L2 égale à L3 plus V3, donc L3 égale à L2 moins V3. Alors, L2, nous venons d'écrire que L2 est égal à F moins V1 moins V2. Ça, c'est L2. Et bien sûr, moins V3. Voilà. Maintenant, F, si vous reprenez le tout, eh bien, F, c'est quoi? Si vous prenez le système globalement, et si vous combinez ces équations, vous aurez F égale à V1 plus V2 plus V3 plus L3. Et bien sûr, au point de vue soluté, ce que vous faites rentrer ici, à l'entrée, vous allez le récupérer dans le produit, c'est-à-dire dans le troisième concentrat, L3, donc F égale à L3 XL3. Ce que je fais rentrer ici, je dois le récupérer ici. Pourquoi? Parce que je ne considère pas les vapeurs, parce que les vapeurs, eh bien, dans les vapeurs, il n'y a pas de soluté. Voilà. Et ce que j'ai fait rentrer, en fait, globalement, F, j'ai fait rentrer F, eh bien, j'ai généré plusieurs vapeurs qui sont V1, V2, V3, et j'ai généré aussi un concentrat final. J'ai ici L3. Voilà pour les bilans matière qu'on peut écrire pour ce système à trois effets, ce système d'évaporateur à trois effets. Y a-t-il des questions là-dessus, s'il vous plaît? Nous avons écrit juste les bilans matière, globaux et bien sûr partiels. Et nous avons dit, j'insiste là-dessus, ce que vous avez en définitive comme information, vous avez des informations qui concernent le premier évaporateur et vous avez des indications en ce qui concerne le dernier évaporateur. Ici, pour nous, le dernier évaporateur, c'est le troisième effet, généralement. Mais concernant les évaporateurs intermédiaires, ici, nous avons un seul évaporateur intermédiaire, mais si par exemple vous avez 5 évaporateurs, eh ben, les 5 évaporateurs, j'aurai deux évaporateurs intermédiaires et généralement, on ne connaît pas les conditions dans ces deux évaporateurs intermédiaires. Vous voyez que, au point de vue information, cette d'opération unitaire nous amène à beaucoup d'inconnus, et vous allez voir par la suite que pour nos calculs qui vont venir, on sera amené à faire des suppositions, à poser des hypothèses et à faire des calculs par itération ou bien par approximation successive. Voilà, je suis en train de vous annoncer un peu les choses un peu à l'avance, vous voyez, c'est-à-dire je suis en train d'insister sur le fait qu'il y a beaucoup d'inconnus, donc en définitive ici, on sera amené
à quoi des systèmes d'équations où on a beaucoup plus d'inconnus que d'équations. Voilà. Y a-t-il des questions sur les bilans matière, s'il vous plaît, pour ce système à trois effets où la circulation est à coco? S'il vous plaît, vous me répondez. Je peux continuer? Je peux continuer? N'ayez pas peur de me dire oui ou non. Oui, madame, bien sûr. Très bien. Très bien. On continue, puisque nous avons donc terminé avec les bilans matière, nous allons passer au bilan thermique. Et toujours, pour chaque effet. Nous avons maintenant, pour un simple effet, nous avons vu ça. Pour le premier effet, donc qu'est-ce que j'ai comme chaleur qui rentre au niveau du premier effet, hein? Il y a la charge qui me ramène de la chaleur et de la vapeur de chauffe. Donc, la chaleur qui rentre avec l'alimentation, c'est FHF, et la chaleur qui rentre avec la vapeur de chauffe, ce sera S lambda S. Ou si vous voulez, ici, nous avons supposé que cette vapeur va me donner uniquement la chaleur de condensation. Il n'y a pas de chaleur sensible qui est excédée par ma vapeur. Je vais supposer que ma vapeur m'a donné uniquement sa chaleur de condensation. C'est pour cela que la fameuse différence entre l'enthalpie de sortie de ma vapeur et l'enthalpie d'entrée, eh bien, je l'appelle lambda. Il n'y a pas la chaleur sensible, le fameux Cp et delta T. Donc, et bien sûr, le produit S lambda S va donner la chaleur qui est cédée par la vapeur de chauffe. Maintenant, le deuxième terme, c'est la chaleur qui rentre avec l'alimentation. Maintenant, au point de vue chaleur qui sort du premier effet. J'ai de la chaleur qui sort avec la vapeur V1 et j'ai de la chaleur aussi qui sort avec le concentrat L1. Et le concentrat L1 ici, je n'ai pas noté l'enthalpie, c'est petit HL1. La vapeur, elle sort avec une enthalpie grand HV1 et le concentrat, il sort avec une enthalpie HL1. Maintenant, étant donné que je vous ai dit qu'on sera amené à éliminer le maximum de termes, on va remplacer le L1 par F moins V1. Donc, j'aurai la quantité qui rentre est égale à V1 HV1 plus F moins V1 qui est égal à L1 que multiplie HL. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de regrouper les termes en F et les termes en V1. Pardon, ici, il y a un indice qui a sauté, c'est un V1. V1. Donc, S lambda S égale à quoi? À V1 facteur de HV1 moins quoi? Moins HL1. Hein, moins HL1. Plus F facteur de quoi? HL1 moins HF. HL1 moins HF. Alors, que représente cette différence d'enthalpie? HV1 moins HL1. Eh bien, c'est l'enthalpie qui nous a permis d'évaporer le solvant, qui avait une enthalpie HL1 et qui a atteint l'enthalpie HV1 pour s'évaporer. D'accord? Ici, vous avez évaporé une certaine quantité de solvant pour avoir un évaporat V1. Ça, c'est l'évaporat V1, c'est vous avez évaporé votre solvant pour voir son enthalpie varier de HL1 à HV1. Et cette enthalpie, cette différence d'enthalpie, eh bien, c'est la chaleur qui m'a permis d'évaporer mon solvant et je l'appellerai lambda 1. Lambda 1, donc c'est la chaleur latente de vaporisation, et 1, pourquoi? Parce que c'est dans le premier effet. Donc V1, facteur de lambda 1, plus F quoi? Alors ici, il s'agit d'une différence d'enthalpie de quoi? De ma charge
et de quoi? De la solution, à quelles conditions? À la température T1, puisque j'ai mes conditions à l'intérieur de l'évaporateur, c'est P1 et T1. Donc, ce sera quoi? Ce sera FCP1. Quoi, CP1, c'est dans l'évaporateur 1, dans les conditions de pression P1 et T1. Que multiplie quoi? Eh bien, T1 moins TF. C'est en fait T1 moins T0 plus TF moins, moins la parenthèse TF moins T0. Et quand on enlève les parenthèses, eh bien, on aura T1 moins TF. C'est en fait quoi tout ça? Allez, tout ça. Eh bien, c'est la chaleur sensible qui m'a permis d'élever la température de mon alimentation de TF à T1. Ici, c'est la chaleur latente de vaporisation qui m'a permis d'avoir l'évaporat V1 et plus quoi? Et ce terme-là concerne la chaleur sensible qui m'a permis d'élever la température de ma charge de la température TF d'entrée jusqu'à la température T1, qui est en fait la température d'ébullition ici. Dans l'évaporateur, ça bout pour avoir donc votre évaporation. Donc en fin de compte, la chaleur que j'ai fait rentrer avec ma vapeur de chauffe, c'est la chaleur qui m'a permis d'évaporer mon solvant, plus la chaleur qui m'a permis d'élever la température. Il y a un problème, il y a une... Donc je termine, ensuite je reviens à vous. Donc la chaleur que j'ai fait rentrer, en définitive, elle m'a permis d'évaporer une certaine quantité de solvant et elle m'a aussi permis d'élever la température de ma charge de la température TF à T1. Alors, je vais vous demander, est-ce que vous avez des questions là-dessus, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez compris le phénomène? Il faut bien l'avoir à l'esprit, bien clair, toutes ces notions de chaleur latente, de vaporisation, de chaleur sensible. J'espère que... Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? J'attends vos réactions. Monsieur Diff, ça va? On peut... D'accord. Monsieur Diff, c'est clair, ça va? Oui, madame, c'est clair. Monsieur Belkacmi, mademoiselle Bouchlarem. C'est clair, madame. Très bien. Eh bien, on continue. Pour le deuxième effet, toujours le même raisonnement. Le deuxième effet, c'est la même chose, sauf que les conditions opératoires sont différentes. Les conditions, nous avons une pression P2, une température T2. Et comme je vous l'ai dit, notre objectif, c'est d'avoir le moins de termes dans nos équations, parce que on sera amené à les résoudre, ces équations. Alors, je reprends mes annotations. Donc, le deuxième effet, qu'est-ce que j'ai? J'ai du concentrat qui rentre ici, et j'ai de la vapeur. Donc, ces deux flux vont me ramener de la chaleur. Il y a de la vapeur qui rentre à l'intérieur de l'échangeur, et cette vapeur-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se condenser. Donc, elle va me céder la chaleur, quoi? La chaleur latente de condensation, qui correspond à la chaleur de vaporisation. D'accord? C'est pour cela que je vais, quoi? Je vais écrire directement V1 lambda. Cette vapeur-là, elle va rentrer dans l'échangeur et elle va se condenser. Donc, nécessairement, en se condensant, elle va me céder la chaleur latente de condensation. Elle va la céder à quoi? À ma solution. Donc, j'écrirai V1 lambda. Alors, ensuite, je vais avoir aussi du concentrat qui va rentrer avec une certaine enthalpie.
Cette enthalpie, c'est H, petit HL1. Pourquoi? Parce que le concentrat est liquide. Donc, le produit L1HL1 va être la chaleur euh, qui va être apportée par ce concentrat L1. Donc, voilà la chaleur qui rentre. Maintenant, pour ce qui sort, qu'est-ce qui sort? Il y a une vapeur V2 qui sort avec une enthalpie HV2 et j'ai du concentrat qui sort avec un débit massique L2 et une composition XL2. Donc, à la sortie, j'aurai L2, petit HL2. Petit HL2, pourquoi? Parce que c'est liquide. Alors maintenant, cette équation de bilan thermique, je vais lui joindre aussi les équations qu'on a écrites pour les bilans globaux de matière. Nous avons écrit que L1 égale à F moins V1. Donc on va remplacer ici le L1 par... Alors on va remplacer ici le L1 ici par F moins V1. On va essayer en définitive d'essayer d'éliminer tous les L, tous les LI, pour avoir le moins de termes dans nos équations, dans notre système d'équations. Donc, et nous avons aussi écrit que L2, donc c'est le L2, c'est quoi? C'est en fait, c'est le L1 moins V2. Et comme nous avons déjà écrit que L1 égale à F moins V1, eh bien le L2, nous allons l'écrire comme étant égal à F moins V1 moins V2. Et on va donc remplacer donc le L1 et le L2 par ces expressions pour avoir une expression uniquement en F et V. Et donc on aura le premier terme V1 lambda 1 plus le L1 c'est F moins V1 HL1 égale à quoi? À V2, HV2, on le laisse, c'est un V. Par contre, le L2, on va le remplacer par F moins V1 moins V2. Voilà notre équation. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va regrouper les termes en F moins V1. On voit qu'il y a F moins V1 ici, F moins V1. Et ce F moins V1, ce sera un terme qui va affecter HL1 et quoi? Et HL2 aussi. Donc, ce sera HL1 moins HL2 égale à quoi? Égale à V2 facteur de HV2 facteur de moins ce terme-là. Donc, HL2. V2, HL2. Donc, on va regrouper. Et alors, on aura quoi ensuite? Là, je vois qu'il y a une différence d'enthalpie, en définitive, entre l'état 1 et l'état 2. Donc, ce sera quoi? C'est une enthalpie qui concerne une chaleur sensible. Donc, ce sera CP. Et, dorénavant, je ne mettrai pas de CP1, CP2 parce qu'on va supposer que tous les CP sont égaux dans tous les évaporateurs. Hein. On va simplifier beaucoup les choses parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Donc, ce sera un CP T1 moins T2 égal à quoi? Alors ici, c'est quoi? En fait, ça, c'est la différence de ces enthalpies correspond à quoi? La chaleur qui m'a permis de quoi? D'évaporer mon solvant au niveau du deuxième évaporateur. Le grand HV2 moins HL2, eh bien c'est quoi? C'est la chaleur nécessaire pour évaporer le solvant au niveau du deuxième évaporateur. C'est pour cela que je vais remplacer grand HV2 moins petit HL2 par lambda 2. Lambda 2. Pourquoi? Parce que c'est dans le deuxième évaporateur où les conditions sont différentes du premier évaporateur. Et donc voilà l'équation de bilan thermique que j'ai obtenue pour le deuxième effet. Y a-t-il des questions là-dessus, s'il vous plaît? Je vous écoute. Est-ce qu'il y a des chats? C'est clair? D'accord. Très bien. On continue. Troisième effet. Toujours le même raisonnement. Troisième effet. Oui, oui, il y a une question? Posez votre question. Je n'ai pas entendu.
Il y a quelqu'un qui a posé une question, mais je n'ai pas entendu, s'il vous plaît. Écrivez, si vous écrivez-moi quelque chose pour que je puisse savoir. Vous avez peur d'intervenir? Vous avez peur d'écrire quelque chose? Je ne comprends pas. Je ne peux pas savoir. Bon, j'ai entendu un petit bruit, mais je ne sais pas. Ben, là, je vais continuer. Hein. Je ne peux pas savoir. Vous pouvez écrire? Une demoiselle qui a intervenu, mais je n'ai pas entendu. Donc, je continue. Bon, donc le troisième effet, toujours le même raisonnement. Hein. Il y a une question, M. Belkacmi? Monsieur Belkacmi, vous avez C'est clair, madame. réagi, c'est clair, très bien. Donc la même chose ici, ce qui rentre comme chaleur, c'est quoi? Je ramène ma vapeur du deuxième effet, j'alimente mon troisième échangeur du troisième effet, et je fais rentrer aussi de la chaleur avec mon concentrat qui sort du deuxième effet. Voilà. Donc voilà, je reprends mes annotations. Voilà. Donc c'est ma vapeur qui sort du deuxième effet, qui me ramène la chaleur latente de vaporisation, et mon concentrat qui arrive avec une enthalpie HL2. Pour me donner une vapeur au niveau du troisième effet et un concentrat final L3. Bien sûr, tous ces flux ramènent de la chaleur. Alors pour la vapeur, elle va se condenser pour me céder sa chaleur latente de condensation. Et le L2 ici, on va remplacer par F-B2, F-B1-B2, donc HL2, et V3, HV3, on le garde, mais par contre, le L3, on va le remplacer par F-B1-B2-B3, comme on a écrit précédemment dans les bilans globaux de matière. Pardon? Je n'ai pas entendu. Répétez votre question, s'il vous plaît. Répétez votre question, s'il vous plaît. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Vous n'arrivez pas à voir? Écrivez un chat, au moins je pourrais savoir ce qui ne va pas. Je ne peux pas deviner. Les micros, s'il vous plaît. Vous n'arrivez pas à bien entendre ce que je dis? Non, madame, كاين واحد راه مشعل الميكرو نساه مفتوح. Ah, moi, je ne peux pas savoir. Hein. Oui, entre parenthèses, vous êtes en train d'enregistrer, j'espère. Hein, parce que moi, je n'arrive pas de mon côté à vous enregistrer la séance. Oui, madame, c'est pas grave. Très bien. Donc, là, comme on l'a fait pour les premiers effets, on va essayer d'éliminer les LI et on va les remplacer par les F-VI. Donc, on aura quoi? Là, quand on aura ici regroupé les termes en F-V1-V2, on aura F-V1-V2 facteur de quoi? De HL2 moins HL3, qui va nous donner le CPT2 moins T3. Et qu'est-ce qui restera? Le V3 facteur de HV3 moins HL3, ça va nous donner le fameux lambda 3. Voilà. Donc V2 plus lambda 2 plus F moins V1 moins V2 facteur de HL2 moins HL3, qui va nous donner le CPT2 moins D3. Et il nous restera V3 facteur de HV3 moins HL3. Et là, ce sera quoi? Le lambda 3. C'est-à-dire la chaleur ou l'enthalpie ou la chaleur latente de vaporisation dans le troisième effet, la chaleur latente de vaporisation du solvant au niveau du troisième effet. Voilà donc les systèmes d'équations auxquels nous avons abouti
et bien sûr, hein, qu'il faut résoudre. Y a-t-il des remarques ou des questions là-dessus, s'il vous plaît, avant de continuer? Madame, c'est clair. C'est clair? On continue. On continue. Alors, comme je l'ai déjà annoncé, nous avons donc un système d'équations, il y a beaucoup d'inconnus, il y a plus d'inconnus que d'équations. Alors, et généralement, je vais annoter, donc généralement, le calcul d'évaporateur à effet multiple ou à multiple effet, il nécessite une approche par approximation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup plus d'inconnus que d'équations, et donc on sera appelé à faire d'abord des hypothèses simplificatrices, hein, et aussi faire des itérations, c'est-à-dire supposer des valeurs, faire nos calculs et vérifier par la suite si c'est bon ou non. Ce ne sera pas une résolution d'une équation avec autant d'équations que d'inconnus d'une manière classique. Pourquoi? Parce que là, on ne connaît pas les conditions qui existent intermédiairement entre l'état initial et l'état final. C'est des inconnus. On ne sait pas quelle est la température qui sera dans les évaporateurs intermédiaires et quelle est la pression, pour arriver, bien sûr, à ce qu'on veut. Alors, on va faire des suppositions. Alors, donc, plusieurs propriétés nécessaires dépendent des températures. Plusieurs. Vous avez vu que pour avoir les chaleurs latentes de vaporisation, il nous faut les températures. Alors, donc, plusieurs propriétés nécessaires dépendent des températures intermédiaires inconnues, comme je viens de le dire. Hein. Les températures, les pressions intermédiaires sont inconnues pour nous. Ce que nous connaissons, c'est l'état initial et l'état final. Et donc, pour résoudre vos équations, vous aurez besoin de ces informations qui sont inconnues pour vous. Alors, souvent, bien, comme je vous l'ai dit, on va faire des hypothèses simplificatrices. Qu'est-ce qu'on admet? On admet que les surfaces des échangeurs sont égales. Et on admet aussi que les évaporateurs sont de taille aussi égale, pour simplifier les choses. Donc, qu'est-ce qu'on admet? On admet que les surfaces... Pardon? Vous n'arrivez pas à entendre? Je répète. Donc, comme je viens de le dire, les états intermédiaires, vous ne les connaissez pas. Si vous ne les connaissez pas, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas les températures, les pressions, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner les chaleurs latentes de vaporisation et un certain nombre de choses. Et donc, pour simplifier les choses, qu'est-ce qu'on va admettre? On va admettre que les surfaces des échangeurs sont égales et les évaporateurs sont de taille égale. Voilà. Alors, donc, comme je viens de le dire, je l'ai annoncé un peu auparavant, alors, le problème qui se pose dans un problème type de départ, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la pression et la température d'alimentation de notre vapeur. La vapeur que vous faites rentrer, vous connaissez ses conditions de température et de pression. Donc, en définitive, vous connaissez le lambda S, vous le lisez. Bien sûr, vous le lisez dans les tables que je vous ai données, si c'est de l'eau. Hein. Si c'est un autre solvant, ce sera autre chose. Vous connaissez aussi la pression au niveau du dernier effet. Hein. Le dernier effet, vous connaissez aussi la pression. Et donc, vous pouvez déterminer la température grâce aux tables qu'on a. Et vous pouvez aussi déterminer la chaleur latente de vaporisation au niveau du dernier effet. Maintenant, vous connaissez aussi les caractéristiques de la charge à traiter et les concentrations. On vous donne votre charge à traiter avec un débit massique, bien sûr, qui est donné et la concentration à l'entrée, elle est donnée.
Vous connaissez aussi la concentration à laquelle vous devez aboutir. Voilà ce que vous pouvez, ce qu'on vous donne comme information au départ. Et ce que vous ne connaissez pas, c'est bien sûr tout ce qui est intermédiaire, comme je viens de le dire, tout ce qui est intermédiaire. Alors, comment le problème est posé, et on va voir maintenant ensemble comment on va raisonner avec ces suppositions pour arriver à résoudre donc notre problème et connaître les différents débits massiques au niveau de chacun des évaporateurs. Alors, toujours dans le point concernant les bilans thermiques, je vous avais parlé auparavant de l'élévation ébullioscopique. L'élévation ébullioscopique. Et j'ai dit que c'était quoi? C'était la différence de température. Vous pouvez maintenant commencer à... Oui, je vais annoter. Je vais le faire. Alors, toujours concernant les bilans thermiques, on n'a pas changé de point. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je dis bien si on néglige l'élévation ébullioscopique de la solution. Je rappelle que l'élévation ébullioscopique, nous avons parlé de cette élévation ébullioscopique lorsque nous avons dit que la température d'ébullition de notre solution, avec une certaine concentration en soluté, eh bien, elle présente une température d'ébullition supérieure au cas où nous avons un solvant pur. Et je vous ai dit que les températures d'ébullition des solutions avec une certaine concentration, on peut les lire sur des abacs, hein, sur ce qu'on appelle les lignes de durée. Et ces informations, bien sûr, ces abacs sont disponibles dans la littérature. Alors, chaque abac concerne bien sûr un soluté donné. Hein, nous avons vu ensemble la dernière fois pour un soluté qui est, par exemple, le sel, un NaCl. Pour le NaCl, il faut savoir qu'il y a des abacs qui existent qui vous donnent donc cette élévation ébullioscopique en fonction donc de la température d'ébullition de votre solvant pur, le solvant pur qui est généralement de l'eau. Alors, maintenant, je vais m'intéresser à la quantité de chaleur que j'apporte au niveau de chaque effet, au niveau de chaque évaporateur. C'est-à-dire que je vais considérer l'effet 1, l'effet 2 et l'effet 3. Pour l'effet 1, cette chaleur qu'on apporte, c'est quoi? Elle est proportionnelle à la surface de l'échangeur au niveau de l'effet 1, hein, que j'appelle A1. Elle est aussi proportionnelle à un delta T. Ce delta T, c'est en fait quoi? C'est le delta T1. Pourquoi le delta T1? Parce que c'est au niveau du premier effet. Et ce delta T1, c'est quoi? C'est entre la chaleur de quoi? De ma vapeur qui rentre, avec la vapeur de chauffe, et bien sûr la température T1 qui est la température de quoi? De ma solution dans l'évaporateur 1. Et bien sûr, cette quantité de chaleur est proportionnelle aussi à un coefficient de transfert thermique que j'appellerai U1. U1, 1 pour le premier effet. Voilà donc la quantité de chaleur qu'on apporte au niveau du premier échangeur, donc c'est Q1. Maintenant pour le deuxième, le même raisonnement, c'est une surface A2 avec un delta T2. Ce delta T2, c'est entre quoi et quoi? Entre la vapeur que je fais rentrer à une température T1, c'est la vapeur qui sort du premier effet. Et bien sûr, la température de ma solution à l'intérieur, elle est de T2. Donc la différence de température, hein, c'est delta T2. Et cette chaleur, bien sûr, elle est proportionnelle à ce gradient de température. Et ne pas oublier le coefficient de transfert thermique U2. La même chose pour l'effet 3. Eh bien, cette quantité de chaleur, c'est U3, A3, delta T3. Maintenant, nous avons dit, donc retenez ces trois équations qui concernent la chaleur qu'on apporte au niveau de chaque effet.
Maintenant, nous avons dit aussi que la température d'alimentation, hein, nous devons quoi? Pardon. Nous devons la faire chauffer de TF à T1, c'est-à-dire lui apporter une chaleur sensible qui pourra quoi, l'élever au point de vue température, de la température TF jusqu'à T1, et T1 étant la température d'ébullition. Eh bien, cette chaleur-là, on va la négliger. On va la négliger. Parce qu'on a besoin de simplifier tout ce système d'équations qu'il faut résoudre. Et quand on va négliger cette chaleur-là, et on a aussi supposé que les échangeurs ont la même surface, on a aussi supposé que quoi? Que les évaporateurs sont identiques, etc. Eh bien, si on fait toutes ces suppositions, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la quantité de chaleur que je vais faire entrer au niveau du premier effet, je vais la retrouver au niveau du deuxième et je vais la retrouver au niveau du troisième. Pourquoi? Parce que j'ai négligé quoi? J'ai négligé la chaleur qui m'a permis d'élever la température de mon alimentation de TF à T1. Ce qui fait que lorsque j'ai négligé tout ça, eh ben, je suis arrivée à avoir les mêmes quantités de chaleur. Vous n'avez pas de perte, hein. Ce que vous faites rentrer, vous le faites rentrer dans le deuxième effet, vous le faites rentrer dans le troisième effet. Donc en fin de compte, Q1 égale à Q2 égale Q3. Et si on reprend donc les expressions de Q1, de Q2, Q3, on aura cette égalité. Ça va jusque-là? Ça va? Il n'y a pas de perte. J'ai négligé la chaleur sensible que j'ai fait rentrer au niveau du premier effet. Et donc, en fin de compte, les vapeurs qui sortent vont rentrer dans l'effet suivant. Et donc, j'aurai les mêmes quantités de chaleur au niveau de chaque effet. Et ceci va, étant donné que j'ai dit que les surfaces sont égales, hein, les surfaces sont égales, donc A1 égale à A2 égale à A3, donc ça va, j'aurai une simplification entre les... Pardon, je vais changer de... Donc je vais simplifier A1, A2, A3, puisque j'ai supposé que les surfaces sont égales. Donc j'arriverai à U1 delta T1 égale à U2 delta T2 égale à U3 delta T3. Maintenant, on va faire intervenir une autre grandeur qui est delta T total. Et ce delta T total, on va l'appeler, c'est quoi? Ben, c'est la somme des delta I. Alors, c'est la somme des delta I, mais en général, je dis bien en général, c'est quoi? Je reprends ma notation. Alors, je reprends ici le delta T total, donc c'est la somme des delta I, delta T1 plus delta T2 plus delta T3, et c'est en fait, donc le delta T1, ne pas oublier que le delta T1 c'était S moins T1. Si dans le cas général, hein, ici, c'est-à-dire si je m'intéresse à l'élévation ébullioscopique, dans le cas très général, ce delta T total va tenir compte de quoi? De la température de la surface de chauffe à l'entrée et les températures de quoi? Du solvant pur, plus quoi? Plus les différentes élévations ébullioscopiques. Je répète, le delta T total, si je néglige pas l'élévation ébullioscopique, ce sera quoi?
TS moins TW3. TW3, c'est-à-dire la température du solvant pur au niveau du troisième effet. Et la somme des élévations ébullioscopiques, ce sera T1 moins TW1 plus T2 moins TW2 plus T3 moins TW3. Voilà comment on définit le delta T en tenant compte de quoi? En tenant compte de cette fameuse élévation ébullioscopique. Maintenant, nous, est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? Vous me dites s'il y a un problème, si vous n'avez pas compris quelque chose ici. Ça va? Une réaction de votre part, s'il vous plaît? Madame, c'est delta T1 plus delta T2 plus delta T3, normalement T1 moins TS moins T3 directement. Mais là, on n'a pas tenu compte de l'élévation ébullioscopique, TS moins T3. Mais en général, ce sera quoi? TS moins TW3, moins quoi? Toute cette somme-là. Si vous ne tenez pas compte de cette élévation ébullioscopique, ce sera TS moins T3. Et c'est ce que nous allons écrire un peu plus loin. On va revenir là-dessus, on va revenir. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? C'est dans le cas très général. Je vais continuer, vous allez comprendre. Alors, je vais enlever mes annotations. D'ailleurs, voilà. En ne tenant pas compte de l'élévation ébullioscopique, on aura donc, on a toujours donc la dernière équation, hein, l'égalité entre U1 delta T1 égale à U2 delta T2 égale à U3 delta T3. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé au fait que les trois quantités de chaleur apportées sont les mêmes et les surfaces des échangeurs sont les mêmes, donc on est arrivé à ça. Ce qui fait que le delta T2, on peut l'écrire en fonction de delta T1 et des coefficients de transfert de chaleur au niveau du premier effet et du deuxième. Et le delta T3, je peux aussi l'écrire comme étant égal à U1 sur U3 que multiplie delta T1. Ça. On va essayer d'enlever le maximum de termes dans nos systèmes d'équations pour simplifier les choses. Maintenant, on revient à ce fameux delta T total. Hein, comme vous l'avez dit, lorsque je ne tiens pas compte de l'élévation ébullioscopique, donc c'est delta T1 plus delta T2 plus delta T3. Et donc, si je remplace, j'aurai, comme vous l'avez dit, TS moins T3. Monsieur Belkacemi, voyez? Là, je n'ai pas tenu compte de l'élévation ébullioscopique. D'accord? Monsieur Belkacemi. D'accord. Oui, madame. J'ai répondu à votre question. Donc maintenant, si je m'intéresse à ce delta T total, et si je remplace le delta T2 et le delta T3 en fonction du delta T1, j'aurai quoi? Bien, on remplace. Donc delta T, un facteur de quoi? J'aurai 1 plus quoi? Plus U1 sur U2 et plus U3, U1 sur U3. Voilà ce que j'obtiendrai. Et ça veut dire quoi? Regardez, le delta T total, c'était S moins T3. Et donc j'ai obtenu une expression qui va pouvoir me donner le delta T1 en fonction de quoi? De delta T total et des coefficients de transfert thermique dans les différents évaporateurs. Maintenant, ce TS moins T3, est-ce qu'on le connaît? Je vous pose la question. Est-ce que le delta T total, on le connaît au départ? Oui, on le connaît. Pourquoi? Parce qu'on connaît TS et on connaît T3. Je vous ai dit qu'on connaît les conditions d'introduction de notre vapeur dans l'échangeur, le premier échangeur, et on connaît les conditions de sortie, on est T3. Donc nécessairement, on connaît delta T total. Donc connaissant delta T total, on peut déterminer quoi? Delta T1, delta T2 et delta T3. Delta T1, comment? C'est delta T1
égale à quoi? Delta T total sur 1 plus U1 sur U2 plus U1 sur U3. Et delta T2, ce sera quoi? Ayant calculé delta T1, je peux déterminer delta T2. Et j'aurai aussi le delta T3. D'accord? Maintenant, puisque je connais le TS et j'ai déjà calculé les delta TI, je peux avoir les TI. Bon, le T1, on peut le connaître, le T3 aussi, on peut le connaître. On peut avoir donc le fameux T2. Mais si on a plusieurs effets, on peut avoir les différents TI. Donc, vous voyez, vous arrivez à connaître quoi? Les températures intermédiaires. Si vous avez toutes les températures, hein, si j'ai toutes les températures, je peux déterminer quoi? Les lambda I. Les lambda I. J'ai bien sûr TS, je vais lire lambda S sur ma table. J'ai déterminé T1, donc je peux lire le lambda 1. J'ai déterminé le T2, donc je peux lire le lambda 2. Et bien sûr, j'ai le T3, donc je peux lire le lambda 3. Qui sont des termes qui existent dans mon système d'équations que je dois résoudre. Hein. Je dois calculer toutes ces quantités. À savoir les chaleurs latentes de vaporisation. Bon, là, on les lit. Mais je dois calculer les différents débits. Hein, à savoir S, V1, V2, V3, L1, L2 et L3. Et je dois aussi calculer les surfaces des échangeurs. Et ces surfaces, bien sûr, j'ai supposé qu'elles sont égales. Donc, à cette étape-là, donc j'ai lu mes valeurs des lambda I. Donc, il faut résoudre le système d'équation du bilan matière et d'enthalpie pour déterminer les différents débits, hein, de vapeur, aussi bien de chauffe que de vapeur générée que de concentrat. Et bien sûr, il faut calculer les surfaces des échangeurs, le A1, le A2 et le A3. Et ces surfaces-là, il faut qu'elles soient égales, parce qu'on a supposé que ces surfaces sont égales. Alors, donc, une fois que vous avez déterminé par les différents débits massiques, hein, vous allez quoi? Calculer ces surfaces-là, et il faut que ces surfaces soient égales, parce qu'on a supposé au départ, quand on a posé nos équations, que les AI sont égales. Donc, une fois que vous avez résolu votre système d'équations, en calculant les S, V1, V2, V3, L1, L2, L3, vous allez calculer les surfaces comme ceci, le A1, le A2, le A3, puisque vous avez toutes les indications, hein, à votre portée, et vous devez trouver que A1 est égal à A2 égale à A3. Maintenant, si vous ne trouvez pas qu'elles sont égales, eh bien, vous allez quoi? Vous allez prendre d'autres delta TI, d'autres. Hein, comment? Eh bien, le delta T1, vous allez supposer qu'il est égal à quoi? À celui que vous avez utilisé, que multiplie un facteur correctif. Et ce facteur correctif, c'est là le rapport entre le A1 que vous avez calculé, celui-ci, sur le A moyen. Le A moyen, c'est, vous allez faire une moyenne arithmétique des AI. Et donc, vous aurez ce facteur correctif multiplié par delta T1 que vous avez. Vous aurez un nouveau delta T1. Vous le faites aussi avec le delta T2 et avec le delta T3. Et vous allez répéter les calculs jusqu'à obtenir l'égalité des surfaces. Voilà comment on résout ce système d'équations où on a plus d'inconnus que d'équations. Donc, c'est un calcul par itération ou par approximation. Nous allons justement traiter un problème qui va vous permettre de comprendre cette méthode de résolution. Y a-t-il des questions là-dessus, s'il vous plaît? Madame, le dernier point, les méthodes d'itération, où Oui. exactement on utilisait?
C'est-à-dire qu'en fait, ici, lorsque vous arrivez, ici, vous allez contrôler votre, le delta T1, le delta T2 ici, parce qu'il n'est pas tout à fait exact. Pourquoi? Parce qu'on a, on a supposé, on a négligé l'élévation ébullioscopique ici. Parce que quand on écrit le delta T total est égal à TS moins T3, c'est pas tout à fait vrai. On a négligé. On a négligé aussi quoi? La chaleur qui est nécessaire pour porter la charge jusqu'à la température d'ébullition. On a fait beaucoup de, euh, de suppositions et on a négligé beaucoup de termes. Et donc, en fait, le delta T1 ici qu'on va utiliser, il n'est pas tout à fait vrai. Le delta T2 aussi et le delta T3 aussi. Vous avez compris, M. Belkacmi? C'est pour cela, par la suite, quand vous allez calculer les AI, et s'il y a une différence entre les AI, vous allez recalculer le delta T1, le delta T2, le delta T3. Vous allez les corriger avec un facteur correctif qui est le rapport entre les sections. Pour le delta T1, ce sera le A1 A1 sur le A1 moyen. Le delta T2, ce sera le delta T2 que vous avez supposé, enfin, il est supposé ici. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a négligé l'élévation ébullioscopique. On a négligé aussi le fait que, au départ, nous avons aussi une énergie qui est nécessaire à l'élévation de la température de mon alimentation de quoi? De TF à T1. On a fait beaucoup d'hypothèses simplificatrices, on a négligé beaucoup de termes. Ce qui fait que votre T1 ici, il n'est pas tellement, c'est pas le bon. D'accord? Maintenant, si vous trouvez que les surfaces sont égales, bien, votre supposition, elle avait lieu d'être. Si vous avez négligé une chaleur, ça veut dire qu'elle était très faible par rapport aux chaleurs qui sont mises à contribution. D'accord? Monsieur Belkacmi, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, madame, d'accord. Là, nous avons fait beaucoup de suppositions et nous avons simplifié les choses. On a supposé que les évaporateurs sont les mêmes, les surfaces sont les mêmes, etc. Vous allez voir, on va traiter un problème et vous allez comprendre toutes ces notions de quoi? D'inconnus. On a beaucoup d'inconnus, peu d'équations. Nous ne connaissons pas les conditions intermédiaires. Et nous faisons beaucoup d'hypothèses, on néglige certains termes pour pouvoir résoudre le système d'équation. Quand vous allez négliger certains termes, eh bien, vous pouvez résoudre ce système pour avoir les différents débits massiques des vapeurs et des concentrats, ainsi que de la vapeur de chauffe. Ce n'est plus le cas simple d'un simple effet. Vous avez vu le nombre d'équations qu'on a écrites, aussi bien pour les bilans matière que pour les bilans thermiques. Y a-t-il d'autres questions? Ce que je vous conseille, c'est de revoir le simple effet et de lire les valeurs que je vous ai données. Hein, il faut vérifier de telle manière à ce que vous puissiez savoir lire sur les tables qu'on vous a envoyées. Et puis, bien sûr, relire et revoir ce cours à tête reposée. Et si vous avez bien sûr des questions, on verra la prochaine fois ensemble. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres suggestions? S'il vous plaît, vous me répondez. Monsieur Belkacmi, ça va jusque-là? Oui, madame. Madame, كما قلت لنا من قبل اللي عنده اون ريمارك ولا كوم ان سي بي madame. Oui, pour le CP, comment dire, contacté Monsieur Belhadi, qui est le responsable actuellement de la spécialité génie chimique. C'est lui normalement qui doit donc prévoir les CP. Maintenant, je lui dis qu'il faut bien sûr inviter le délégué à cette fameuse réunion qu'on n'a pas encore eue. Elle devait avoir lieu soit le samedi, soit le dimanche, mais en fin de compte, c'était pas possible.
Donc peut-être qu'elle est prévue soit lundi, soit mardi. On n'a pas encore fait de CP. Mais comme je l'ai dit en début de séance, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, moi, je vous le dis franchement, hein, j'ai été vraiment étonnée de lire que la qualité des enseignements sur la plateforme WebEx était mauvaise. Moi, ce que je vous ai demandé, c'est un PV qui concerne les opérations unitaires, c'est-à-dire l'enseignement que je vous donne. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé que vous sentiez ou bien que cet enseignement pour vous était mauvais. Moi, à chaque étape, chaque fois, je vous demandais est-ce que c'est compris, est-ce que je dois continuer. Je reprends